Bien, bonjour, bonjour à tous. Je m'excuse d'interrompre un petit peu les conversations, parce qu'effectivement, ces petits déjeuners sont aussi l'occasion de pouvoir échanger entre nous, mais on m'a signalé que notre invité d'honneur ce matin avait une contrainte horaire qui nous amènerait donc à mettre un terme à notre petit déjeuner à 9h45 et non pas à 10h. Donc on va essayer de se caler sur cet horaire contraint, si vous le permettez. Donc, comme il est de tradition, je vais vous dire quelques mots à la fois sur notre invité d'honneur, M. Henri de Castres, ce matin, mais également sur notre association. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis, je me réjouis donc de vous accueillir ce matin pour notre troisième petit déjeuner de l'année. Alors ce matin, nous avons, vous le savez, le plaisir d'accueillir un immense patron, en la personne de M. Henri de Castres, président directeur général du groupe AXA, deuxième groupe d'assurance au monde. Alors, M. de Castres, dans quelques minutes, nous fera part de sa vision de l'euro. Alors, non pas de son pronostic sur l'issue du tournoi de foot européen dont le coup d'envoi, vous le savez, a été donné vendredi, mais de sa perception du contexte économique, social et politique de la zone euro. Il coiffera donc sa toque de grand chef étoilé pour nous donner quelques recettes qui pourraient permettre à l'Europe de retrouver le chemin d'une croissance durable. Alors, mais avant, permettez-moi un petit flashback, car 2 mois à peine se sont écoulés entre les réceptions de M. de Castres ce matin et celle de notre invité précédent, M. Jean Lemierre, président de BNP Paribas, qui était venu attester, vous vous en souvenez, qu'en dépit des évolutions réglementaires et des révolutions technologiques, la banque avait encore un avenir et donc un rôle à jouer auprès des entreprises. Alors 2 mois au cours desquels beaucoup d'événements marquants se sont produits, parmi lesquels, rapidement, j'ai relevé d'abord qu'en France, le gouvernement n'a pas hésité à utiliser le 49.3 pour faire adopter la loi travail par l'Assemblée nationale, mais ultime démonstration de force ce jour de la part des puissances syndicales. J'espère que vous n'en avez pas trop souffert. Considérant comme très excessive la rémunération de certains patrons, le gouvernement a menacé de légiférer et finalement, le dernier mot à cet égard revient, vous le savez, à l'Assemblée des actionnaires. À Paris, le niveau de la Seine a bien failli dépasser le record du 28 janvier 1910 à 2,60 m près. Et en France, Technip va fusionner avec son concurrent américain FMC et comme Lafarge a décidé de délocaliser son siège social, cette fois de Paris à Londres. Londres a élu le 8 mai dernier son 3e maire, Sadiq Khan, 45 ans, avocat brillant, mais surtout fils d'un chauffeur de bus pakistanais. En Allemagne, le taux de chômage a atteint 6,1%, taux jamais atteint depuis 1990, et selon les économistes, ce taux serait proche du plein emploi. Le prix du baril, on ne peut pas passer sous silence cet élément, est repassé au-dessus de la barre des $50, ce qui fait disparaître un des boosters contribuant à l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, entre autres de la zone euro. En Espagne, Zinedine Zidane devient le premier entraîneur français à remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid. Et le père des abribus, Jean-Claude Decaux, ainsi que le fondateur de Canal+, André Rousselet, nous ont quittés. Idem pour l'auteur de Purple Rain, le phénoménal chanteur Prince, sans oublier bien évidemment Mohamed Ali, alias Cassius Clay, The Greatest, premier triple champion du monde poids lourd qui avait été condamné pour avoir refusé d'aller combattre au Vietnam au motif qu'aucun Viet Cong ne l'avait jamais traité de sale nègre, sans omettre l'effroyable tuerie du Pulse, le Bataclan d'Orlando qui vient d'endeuiller profondément les États-Unis. Alors vous me direz, et la FTE dans tout ça? Alors tout d'abord, je ne peux entamer ce bref tour d'horizon sans dire quelques mots à propos de M. Michel Cronier. Michel qui a été le 2e délégué général de la FTE de 1990 à 1993 et qui lui aussi nous a tiré sa révérence le 22 mai dernier à l'âge de 85 ans. Et c'est vrai que c'est lorsque des personnalités comme Michel disparaissent qu'on se rend forcément compte que notre association n'est plus toute jeunette. Alors au nom de la FTE, permettez-moi de saluer ici sa mémoire. Concernant les travaux menés par la FTE, commençons par la publication d'une édition spéciale d'un cahier qui brosse largement un panorama de la réglementation bancaire et financière actuellement en vigueur et qui, de ce fait, intéresse tous les trésoriers et financiers d'entreprise. En effet, le conseil d'administration a considéré que le millefeuille réglementaire, bancaire, financier, comptable, fiscal, qui chaque jour s'enrichit de nouvelles dispositions, méritait, compte tenu de sa complexité, d'être décortiqué afin d'en extraire la substantifique moelle, utile entre autres aux trésoriers.
Il fallait également faire ressortir les enjeux essentiels de chaque loi et réglementation, comme CRD 4, MiFID 2, IFRS 9, IFRS 13, BEPS, etc., etc., etc. Et voilà donc à quoi nous avons abouti, à ce cahier qui est désormais disponible à la fois sur le site et qui est en cours d'envoi à l'attention de l'ensemble des adhérents de la FTE. 26 thèmes essentiels ont ainsi été passés en revue par différentes commissions de travail au sein de la FTE, dont les conclusions ont été réunies par la commission juridique. Et je salue ici avec respect, bien évidemment, et reconnaissance toutes les parties prenantes à ce vaste chantier pédagogique qui, je l'espère, sera non seulement largement reconnu par la place financière de Paris, mais surtout très utile à tous nos adhérents. Par ailleurs, le 19 avril dernier, la FTE, en collaboration avec l'AFG et la F2ISI, présentait à la place un modèle unique de formulaire KYC, Know Your Customer. En effet, dans le cadre des échanges d'informations obligatoires entre investisseurs et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité des éventuelles mises à jour, ces trois associations ont pris la peine donc d'établir un modèle de formulaire unique permettant de répondre précisément aux obligations réglementaires standards. Alors, côté commission, je vous signale que désormais la commission fiscalité est placée sous la responsabilité de Mme Charlotte Perrault, juriste financier chez Veolia, et Mme Marie-Charlotte Mailleux, avocat chez Deloitte. Je remercie donc les deux prédécesseurs de ces deux présidents et coprésidents, M. Frédéric Gourlot et Mme James Phillips, d'avoir animé cette commission pendant 2 ans. Alors, de même, la commission normes comptables internationales est désormais pilotée par Mme Aurélia Roussel, superviseur conciliation chez Orange, et M. Yann Clémaron, chargé de mission au sein du département normes et méthodes chez Vinci. Alors, durant 4 ans, cette commission a fourni un excellent travail sous la responsabilité de Mme Delphine Vliegen et M. Michel Kunz. Je les remercie également tous les deux très chaleureusement pour leur engagement au bénéfice de la FTE. Alors, côté délégation régionale, je vous signale que la délégation Alsace-Lorraine est désormais présidée par Mesdames Catherine Claire, Treasury Manager Europe chez Columbia Sportswear, et Catherine Arnay, chargée de projet trésorerie chez Soprema, et toutes les deux succèdent à M. Martin Weil, qui est décédé brutalement l'année dernière. Alors enfin, j'en profite pour vous dire que la délégation régionale Provence, animée par M. Lilian Genevet, qui est directeur financier adjoint de Bourbon, mais également administrateur de notre noble association, organise en partenariat avec 3 autres associations, la FDCC, CEFIM et DFCG, les premières rencontres de la finance qui se tiendront donc le 16 juin, cette semaine, à Marseille. Bref, vous l'avez compris, donc il se passe toujours quelque chose à la FTE. Alors ce matin, nous avons donc le plaisir de recevoir M. Henri de Castres, président d'un des fleurons, comme je l'indiquais en préambule, de l'assurance mondiale, AXA. Alors, à 9 jours du référendum sur le Brexit, vous avez bien voulu, M. de Castres, venir nous faire part de votre vision sur l'Europe, son évolution, ses orientations, tant politiques qu'économiques, et je vous en remercie vivement. Monsieur de Castres, le 21 mars dernier, vous avez surpris tout le landerneau économique et financier en annonçant avec 2 ans d'avance sur le calendrier que le 1er septembre prochain, vous quitteriez votre poste de PDG d'AXA. Alors, ce genre de décision est suffisamment rare dans le microcosme des dirigeants pour être largement souligné, et ce d'autant plus que pour vous remplacer à la direction générale du groupe, certes international mais basé en France, le comité, je le pense, des nominations de AXA a choisi un jeune Allemand de 43 ans, M. Bobert. En somme toute, vous aurez donc passé 17 ans à la tête de ce groupe qui, sous votre houlette, aura vu croître son chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros à 99 milliards d'euros. Donc, vous avez laissé la primauté à votre successeur de franchir les 3 digits, tout en ayant accumulé plus de 55 milliards d'euros de bénéfices. Seule petite ombre au tableau de ce que j'ai pu collationner comme information, la capitalisation de AXA a chuté de 64 milliards d'euros à 51 milliards d'euros, mais on est obligé de relativiser cette évolution puisque sur la période, le CAC 40, sauf erreur, est passé de 6 400 à 4 400. 45 ans, en mai 2000, vous succédez à M. Claude Bébert à la tête du directoire d'AXA, mais avant. Alors, M. Descastres, vous êtes né le 15 août 1954 à Bayonne. Vous êtes non seulement le petit-fils de l'ancien ministre de la Défense sous la 4e République, M. Pierre de Chevigné, lui-même petit-fils de la comtesse de Chevigné, qui a servi de modèle à la duchesse de Guermantes, mais aussi descendant du marquis de Sade. En 1976, vous sortez diplômé de HEC, mais vous décidez de l'agrémenter
en intégrant l'ENA. Vous en sortez donc ancien élève en 1980, promotion Voltaire. Alors en examinant la liste de vos corélégionnaires, on se demande comment il se fait que vous n'ayez pas laissé faner le lys pour brandir la rose. François Hollande et Jean-Pierre Jouyet, avec lesquels vous avez été copains de chambrée dans votre service militaire à Côte-Quidan, Michel Sapin, Ségolène Royal, bref. Alors après avoir occupé divers postes au sein de la direction du Trésor, dont celui de responsable du marché d'échange et de la balance, bien évidemment, ce sont des composantes qui sont chères à tous les trésoriers ici présents, la balance des paiements de la France, vous rejoignez en 1989 la direction centrale des finances du groupe AXA. En 1991, vous êtes nommé secrétaire général d'AXA, puis en 1993, directeur général. En 1994, vous êtes responsable des activités du groupe en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, et en 1996, vous supervisez la fusion avec l'UAP. En 1997, vous devenez président du conseil d'administration d'Equitable, qui deviendra AXA Finance, puis président du directoire d'AXA de 2000 à 2010. Et le 29 avril 2010, vous êtes président directeur général du groupe AXA. Alors, à côté de ce parcours particulièrement impressionnant, j'ai noté que vous passiez également beaucoup de temps à cultiver un réseau international hors pair. En effet, en 1994, vous êtes nommé Young Leader de la French American Foundation. Vous êtes membre de la Fondation des sciences politiques de Paris et de l'International Advisory Board de l'Université de Tsinghua, en Chine, ce qui vous permet de garder le contact avec la deuxième économie du monde que vous avez découvert, je crois, la première fois avec M. Jean-Loup Borloo en mars 1975. Vous êtes administrateur de Nestlé, mais également de la banque HSBC, puisque vous êtes même soupçonné, à ce jour, de vouloir succéder à M. Douglas Flint, l'actuel président d'HSBC. Vous êtes également coprésident de l'Institut du Bosphore, président du comité de direction du groupe Bilderberg, une sorte de Davos informel, et membre de la prestigieuse association Le Siècle, actuellement, sauf erreur de ma part, présidée par Mme Nicole Notat, que nous avions accueillie ici il y a quelques mois. Bref, vous êtes un très grand patron qui disposait d'un tissu relationnel exceptionnel, ce qui vous permet d'être en permanence connecté à l'ensemble des grands décideurs de la planète. Alors du coup, passant plus du tiers d'une année hors de France, il me paraît évident à ce stade que vous êtes un des acteurs économiques les mieux placés pour nous faire part de vos préconisations en matière de politique monétaire et réformes structurelles dont l'Europe pourrait se doter pour retrouver une croissance un petit peu moins molle. Alors que pensez-vous, par exemple, de la politique de quantitative easing mise en place par la BCE depuis janvier 2015 et de ses conséquences, entre autres, sur le système bancaire? Nous en avons longuement parlé. La crise des migrants l'a bien illustré. Quelles sont, selon vous, les mesures qu'il faudrait prendre pour donner corps à une Europe politique aujourd'hui quasi inexistante sur la scène internationale? Selon vous, quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, alors que le London Exchange et le Dutch Beurs sont sur le point de fusionner, marginalisant de fait Euronext? Est-ce que l'on pourrait également imaginer une redistribution des cartes au plan des services financiers entre Londres d'un côté et Paris-Francfort de l'autre? Et suite aux dernières élections présidentielles en Autriche, que pensez-vous de la montée des nationalismes dans tous les pays membres de la zone euro? Ne peut-on pas craindre à terme un éclatement pur et simple de la zone que ses pères fondateurs avaient appelé de leur vœu afin de faire définitivement disparaître tout risque de guerre? Bref, vous voyez qu'il y a quand même énormément de questions à ce stade, et je suis sûr, Monsieur le Président, que vous, qui n'avez jamais voulu, selon vos termes, je les reprends, jouer le hamster qui tourne dans sa roue, vous aurez à cœur de nous livrer sans embâge le fond de votre pensée. Je vous en remercie d'avance. Merci de votre attention. Bonjour à tous. En entendant votre président, j'avais un peu l'impression d'entendre mon discours d'enterrement. Mais bon, le fait de pouvoir l'entendre est à soi seul rassurant. Il a posé beaucoup de questions et j'avais envie ce matin de vous parler à la fois de l'écume et de la vague. L'écume, c'est ce qui va se passer dans 15 jours, 3 mois, 6 mois. La vague, c'est ce qui est en train de très profondément affecter l'ensemble de nos sociétés. Je pense qu'on est dans une période historique, et je l'ai déjà dit beaucoup, je pense qu'ils m'en excuseront, beaucoup d'entre vous m'ont probablement déjà entendu sur ce thème, je pense que nous sommes dans une période qui a peu d'équivalent dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire européenne. Elle en a probablement deux, la Renaissance et la Révolution industrielle de la fin du 19e.
parce que se bousculent en même temps un certain nombre de changements physiques. C'était la découverte de nouveaux territoires, c'est à la fois aujourd'hui le changement climatique et l'accès au marché d'un certain nombre de territoires qui en avaient été privés pendant très longtemps, de changements géopolitiques très forts et de changements technologiques qui vont rendre obsolète une bonne partie des choses que nous faisions depuis 30, 40, 50, 100 ans, voire depuis le début de l'humanité. Si vous voulez vous en convaincre, relisez Gibbon. Gibbon, à la fin du XVIIe, a écrit un livre absolument formidable qui est Decline and Fall of the Roman Empire. Vous remplacez gladiateur par footballeur et vous avez une description à peu près pertinente, même très pertinente, incroyablement pertinente, de ce qu'est la société d'aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà passé par là. La mauvaise, c'est que la prédominance du pain et des jeux dans la société romaine ne correspondait pas à l'apogée de la dite société, mais plutôt à ces derniers soubresauts. Alors, est-ce qu'il faut être noir? Est-ce qu'il faut ne pas l'être? Je vais peut-être commencer par le court terme, et j'irai ensuite sur le fond, la vague. Nous sommes rentrés dans une crise financière il y a un peu moins de 10 ans. Les États-Unis en sont probablement assez bien sortis. Nous n'en sommes pas encore sortis. Il ne faut pas oublier que c'est, disons, 8 ans. On crée, continue de créer des mécaniques qui sont des mécaniques de divergence. Le PIB européen est aujourd'hui 3% inférieur à ce qu'il était en 2008. Le PIB américain est 10% supérieur. À l'intérieur même de la zone euro, l'écart en termes de parité de pouvoir d'achat entre l'Italie et l'Allemagne s'est accru de 20 points. 20 points, considérable. Si on regarde où est la production manufacturière en Europe, à l'exception de l'Allemagne, elle est en recul si on regarde toutes les économies grandes et moyennes, autour de 10 et parfois 25%. Donc une chose est certaine, l'Europe n'a pas purgé cette crise. Et l'Europe s'apprête probablement, par inadvertance, comme elle l'a fait au début du XXe siècle. Si certains d'entre vous ont lu ce livre formidable qui s'appelle « Les somnambules », ça leur rappellera quelque chose. L'Europe s'apprête probablement par inadvertance, par manque de vision, manque de cohérence, à entrer dans une période dans laquelle elle va être soumise à de très très fortes turbulences, alors que chacun sait que ces turbulences risquent de ne pas être extraordinairement favorables à la stabilité de nos sociétés. Alors il faut bien sûr regarder ce que sont à la fois les difficultés et les remèdes de court terme, mais il faut au-delà de ça avoir une interrogation beaucoup plus profonde sur vers quel modèle de société nous dirigeons-nous. Et j'avais envie de vous parler un peu des deux ce matin. Commencer par vous parler du premier sujet. Où en sommes-nous? Bien, en face d'une crise comme celle que nous avons vécue en 2008, la Banque centrale européenne, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a mis en place un certain nombre de mécaniques qui ont évité que ne s'installe une déflation incontrôlée. Elle a mis en place, plutôt plus tard que cela n'a été fait aux États-Unis, les politiques de quantitative easing que nous connaissons tous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on est en face d'une situation comme celle que nous vivons, si on ne fait pas ça, on risque d'un seul coup de priver d'oxygène un patient qui est en état de quasi-asphyxie et de ne pas être en mesure derrière, parce qu'il sera mort, de traiter ce que sont ses problèmes de fond. Donc moi, je ne participe pas au petit jeu qui consiste à dire que la Banque centrale européenne n'a pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait et qu'elle commence à l'avoir fait depuis trop longtemps. Le problème, c'est que ces affaires, c'est exactement comme une opération médicale sur un grand malade. Il faut bien sûr un anesthésiste qui est du métier et un anesthésiste qui soulage la douleur du patient et qui l'endorme un peu avant l'opération, mais il faut aussi des chirurgiens. Et les chirurgiens, ça ne peut pas être la Banque centrale. Les chirurgiens, ce sont les gouvernements. Parce que ce n'est pas à vous que je vais expliquer qu'une politique monétaire ne suffit pas à rendre un pays ou un groupe de pays compétitifs. Elle doit s'accompagner
de politique fiscale, de politique d'éducation, de politique sociale qui remettent ce pays, ou ces pays, en état d'être compétitifs sur le marché mondial. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous sortons avec autant de douleur de cette crise, c'est qu'un certain nombre des réformes de structure qui auraient dû être faites ne l'ont toujours pas été, et que paradoxalement, parce que la conscience professionnelle d'un certain nombre des chirurgiens qui devaient opérer est, je dirais, inégale, certains d'entre eux, et parfois parmi les principaux, sont encore au bistrot en train d'avaler des bières, pendant que l'anesthésiste est en train d'augmenter la dose parce que le patient va de plus en plus mal. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait, dans les premières années de la crise, ce qu'il fallait en matière de réforme de structure pour sortir rapidement de cette crise et pouvoir rebondir dans les années suivantes. Alors certains États, contraints par la nécessité, et parce qu'ils avaient encore une certaine mémoire de leurs difficultés et de la pauvreté, l'ont fait. Regardez l'Irlande, regardez d'une certaine manière le Portugal et l'Espagne, même s'ils sont aujourd'hui dans des difficultés politiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Un grand État du centre de l'Europe n'a pas fait grand-chose, voire même n'a rien fait du tout, et il est aujourd'hui devenu un des problèmes principaux, sinon le problème principal. Cet État, c'est malheureusement notre pays. Quand on regarde ce qui s'est passé, il est patent qu'en matière de réforme de structure, nous n'avons agi qu'à la marge. Nous sommes un des rares pays dont le budget soit en déficit depuis maintenant pratiquement 40 ans. On fêtera probablement, on n'en est pas très loin, on est encore à 30 et quelques, mais on fêtera probablement, et ce sera le seul cas parmi les pays de l'OCDE, une quarantaine d'années de déficit. On aura dans le même temps une dette publique qui aura explosé. Tout ceci explique que notre compétitivité soit faible. Alors nous ne sommes pas les seuls, on peut regarder autour de nous. L'Italie n'est pas non plus dans une situation brillante, même si elle a commencé à bouger. Mais tout ceci montre que les constructions économiques ne peuvent pas durer de manière infinie si les politiques économiques qui sous-tendent ces constructions ne trouvent pas un degré minimal de convergence. Et l'euro est une formidable construction, mais c'est une construction inachevée. Et elle trouve aujourd'hui ses limites, parce que si nous ne sommes pas capables, dans les années qui viennent, de faire un certain nombre de ces réformes de structure, la vérité, c'est qu'il risque de se passer un certain nombre de choses qui échapperont à notre contrôle. Parce qu'au fond, pour te dire de tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? On a le choix entre inflater le Nord et déflater le Sud, si on présente les choses de façon caricaturale. Ça n'est pas si facile que ça de déflater, ça ne se fait que dans des crises extrêmes. Si on veut arriver à trouver un équilibre entre les deux, on ne peut le faire que si des réformes de structure significatives ont été faites. Nous n'en avons pas pris le chemin. Ça renvoie à quelque chose d'ailleurs qui est beaucoup plus fondamental, qui est quel a été le modèle de nos sociétés au fond. Et la France, de ce point de vue-là, est un exemple assez caricatural. La période de l'après-guerre a donné une croissance extrêmement forte, avec une dynamique démographique qui était encore extrêmement positive et qui a permis au fond d'avoir un modèle redistributif sans grande douleur. Ce modèle redistributif sans grande douleur, il a cessé de vivre avec la première crise pétrolière. Mais on avait une classe moyenne qui, au fond, avait été le cœur et le pilier de nos démocraties, avec laquelle le contrat social était un contrat social à peu près clair. C'était chacun a à peu près la certitude d'avoir un emploi sur l'ensemble de sa vie, avec une mobilité professionnelle assez faible. Et chacun peut se dire que ses enfants, par l'accès à l'éducation et par la croissance que généraient nos sociétés, aura des enfants qui ont un espoir raisonnable d'avoir un job et une position sociale meilleure que la génération précédente. Ça, c'était l'Europe, et en particulier la France, jusqu'aux années 70. Ça s'est cassé évidemment avec les chocs pétroliers qui n'ont rien eu, entre guillemets, d'injuste, qui correspondait simplement à un changement de rapport de force comme il s'en est produit 100 fois dans le monde depuis que le monde existe. Mais une partie de la classe politique n'a pas changé son logiciel et a considéré que, par absence de vision globale du monde, qu'on pouvait continuer à fonctionner sur un modèle de redistribution d'une richesse qui se créait spontanément, naturellement,
et sans qu'il y ait beaucoup d'efforts à faire. Simplement, comme cette richesse ne se crée plus vraiment, la seule manière de distribuer était de s'endetter. Nous sommes passés de 20% de dette publique en 1980 à 100% aujourd'hui. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Comme nous n'avons pas fait l'effort de nous adapter au monde, nous sommes arrivés à un plafond en matière d'endettement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes désemparés. Nous n'avons pas depuis 30 ou 40 ans changé notre vision du monde et nous sommes arrivés aux limites de ce que la dette nous permettait de faire. Il est donc temps de cesser de considérer que seuls des changements marginaux nous permettront de nous remettre en situation de compétitivité. Et on peut dire ce qu'on veut. Je pense que la période qui s'ouvre va être une période relativement secouée et qu'il est donc temps de réfléchir à ce que nous voulons comme modèle social, non pas sur les 3 ans qui viennent, non pas sur les 5 ans qui viennent, mais sur les 25 ou 30 ans qui viennent. L'Europe est aujourd'hui dans une situation dans laquelle elle a 9 des 10 pays les plus vieux du monde, en termes démographiques. 9 des 10 pays les plus vieux du monde. Le 10e étant le Japon. Alors la Chine vieillit à grande vitesse parce que la Chine vieillit 4 fois plus vite que les pays européens et nous aura probablement rejoint en termes de structure de population avant le milieu de ce siècle si un certain nombre de changements fondamentaux ne sont pas introduits. Mais la démographie européenne classique n'est plus aujourd'hui en situation d'assurer une croissance significative. L'Afrique et le continent émergent et voit sa population augmenter de 10 millions de personnes par an. Pour traiter le problème des migrants, il faut que l'Afrique arrive à créer 180 millions d'emplois sur les 25 ans qui viennent. 180 millions d'emplois sur les 25 ans qui viennent. Si cela ne se produit pas, de façon tout à fait naturelle, il y aura un certain nombre de migrations vers l'Europe, que nous le voulions ou non. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle on voit bien que le sujet, ça n'est pas tellement qu'est-ce qui va se passer le trimestre prochain ou l'année prochaine, c'est le modèle de société dans son ensemble auquel il faut réfléchir et qu'il faut redéfinir. Ceci à un moment où, alors que nous avons plus besoin d'Europe que jamais, jamais elle n'a été autant contestée dans ses fondements. L'Europe est contestée dans ses fondements parce que la plupart de ses constructions sont des constructions incomplètes. L'euro est une construction incomplète, Schengen est une construction incomplète, la liberté de circulation à l'intérieur des frontières est un acquis absolument formidable que nous mesurons chaque jour. On a simplement, de la même manière qu'on a oublié sur l'euro de mettre en place des mécanismes qui permettent d'assurer une véritable convergence des politiques économiques, on a oublié de mettre en place ce qui était prévu dans Schengen dès le début, qui était une vraie force de contrôle aux frontières. Vous ne pouvez pas instaurer la libre circulation dans un ensemble si vous n'avez pas une vraie force de contrôle aux frontières de l'ensemble. Un enfant de 8 ans le comprendrait. Nous sommes en face aujourd'hui d'une situation dans laquelle la probabilité que nos amis anglais décident de sortir me semble extrêmement forte. Extrêmement forte. Pourquoi est-ce qu'elle me semble extrêmement forte? Et parce que la campagne sur le maintien ne me semble pas avoir eu une grande efficacité ni fait de point décisif et qu'on est dans une situation totalement paradoxale qui est celle dans laquelle le chef de gouvernement, qui pour des raisons uniquement de politique à l'intérieur de son propre parti, a joué à la roulette russe 5 balles dans le barillet le destin européen de son pays, se voit obligé de se reposer sur son opposition, elle-même en état de décomposition, pour espérer un vote favorable. On est dans la situation paradoxale, et là encore regardez Gibbon, dans laquelle les critiques les plus sévères contre l'establishment viennent de gens dont on ne peut pas dire qu'ils ne font pas partie de l'establishment. Boris Johnson est un ancien élève d'Eton et la caricature de ce que l'Angleterre peut faire de plus sélectif et élitiste. Lisez ce qu'il dit. Donc la probabilité que l'Angleterre, comme les somnambules de 1914, se retrouve le 24 juin hors de la construction européenne ne me semble pas négligeable. S'il reste
la situation n'est pas simple non plus, et ça beaucoup de gens le sous-estiment. L'accord de janvier est un accord truffé d'ambiguïté, dans lequel il y aura évidemment, dès le lendemain, si par hasard le vote est un vote de maintien avec une faible majorité, d'ailleurs peu importe la majorité, il y aura 28 interprétations différentes. S'ils sortent, eh bien l'état d'impréparation de la négociation est considérable des deux côtés. Peut-être l'un d'entre vous peut-il me dire qui négociera du côté britannique, parce qu'on sera dans la situation dans laquelle le peuple aura décidé de sortir alors que les 3/4 du Parlement sont contre la sortie. C'est intéressant. La procédure de déclenchement de l'article 50 n'est pas une procédure automatique, donc on peut être dans une incertitude absolument complète. S'il décide de rester, qui négocie? Et même d'ailleurs s'il décide de sortir du côté européen, est-ce que c'est M. Tusk? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est le Conseil? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant la durée de la négociation? Et est-ce que tout le monde pense que ça va être un chemin pavé de roses? Moi, je ne le pense pas. Si le non l'emporte, je pense que la négociation sera une négociation extrêmement dure, pour une raison tout à fait simple, qui est qu'aucun autre État européen, ou aucun autre État pensant que l'Europe est encore une situation qui mérite d'être préservée, ne pourra être complaisant avec la Grande-Bretagne, parce que si nous le sommes, ce sera évidemment donner des idées à tous ceux qui veulent avoir un deal spécial à l'intérieur de cette construction et donc accélérer le détricotage de l'œuvre. Il y aura donc une négociation qui sera une négociation extrêmement difficile parce que les intérêts seront divergents, les interlocuteurs pas identifiés et les process relativement indéfinis. Si les Anglais pensent que le modèle norvégien est possible, il faut qu'ils se rendent compte de façon extrêmement claire que le modèle norvégien consiste à payer à peu près 80 à 90% de la contribution actuelle, à être forcé de mettre en œuvre l'ensemble des directives littéralement, forcé d'accepter la mobilité des personnes, sans être assis à la table. Donc si, lorsqu'on sort, le modèle norvégien est le modèle idéal, je me demande pourquoi on a décidé de sortir. Donc je pense que le référendum britannique, quelle qu'en soit l'issue, va être en réalité une page extrêmement significative tournée sur l'Europe. Page porteuse évidemment derrière d'incertitudes économiques. Je pense que les marchés vont détester ça. D'ailleurs, on commence à le voir depuis quelques jours. Je pense que nous n'en avions pas besoin parce qu'un certain nombre de sujets, justement sur les équilibres budgétaires, justement sur la santé du système bancaire, dans un certain nombre d'États comme l'Allemagne et l'Italie, ne sont pas réglés. Mais je pense que tout ceci crée un vrai paysage d'incertitude. Alors, est-ce que je suis extrêmement noir en disant ça? Peut-être que j'ai tort, mais je pense que plus fondamentalement, il y a deux choses qui sont en face de nous. Si l'on ignore ce que peut être à très long terme l'effet du changement climatique, qui peut lui aussi complètement redéfinir nos sociétés, parce que si on sait encore à peu près comment fonctionne un monde dans lequel la température est à 2 degrés de plus, on sait que dans un monde à 4 degrés, l'économie actuelle aura été très profondément secouée. Il y aura des révolutions, parce qu'il y aura des migrations, parce qu'il y aura des pays dans lesquels le paysage sera transformé de façon tout à fait extraordinaire. Mais ignorons ça pour un instant, regardons simplement devant nous ce en face de quoi nous sommes. Nous sommes en face d'une période, et pour le coup assez comparable, à la fois dans ses fondements sociaux à ce qui s'est passé au moment de la Renaissance et dans ses fondements économiques à ce qui s'est passé au moment de la Révolution industrielle. Byzance est tombée en 1453. Ça avait été pendant 1000 ans la civilisation la plus sophistiquée du monde. Elle est tombée en face de l'Empire ottoman qui, à l'époque, était moins sophistiqué qu'elle. C'est une règle universelle. Les civilisations qui tombent sont toujours plus sophistiquées que les civilisations qui les remplacent. Quelques années plus tard, en 1492, date de la découverte de l'Amérique, Boabdil, dernier souverain arabe d'Espagne, a quitté Grenade. La civilisation arabe d'Espagne était plus sophistiquée que celle des rois catholiques qui l'ont remplacée.
Entre-temps, en 1460, Gutenberg avait inventé l'imprimerie. L'imprimerie, c'est évidemment l'équivalent d'Internet dans le monde d'alors, parce que c'est la mise à disposition dans un nombre de mains considérablement accru et à un coût effondré du savoir, c'est-à-dire la création de réseaux sociaux nouveaux, c'est-à-dire la déstabilisation des pouvoirs politiques en place. Et c'est l'imprimerie qui a donné la réforme. Il n'y aurait pas eu de réforme sans l'imprimerie, puisque le contrôle des livres était exercé par l'Église, les pouvoirs, les monastères. Les copistes de monastères ont disparu avec l'imprimerie. Mais le pouvoir avant était concentré dans un nombre limité de mains, le savoir, qui donnait l'interprétation dominante. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est absolument l'équivalent de ce que l'imprimerie a fait dans l'Europe de la fin du XVe et du XVIe siècle, 3 siècles de guerre de religion. La deuxième chose, digital, big data, 3D. L'introduction de l'électricité a totalement bouleversé le paysage industriel et par conséquent le paysage politique et social du XIXe. Et de façon extrêmement intéressante pour vous, trésoriers d'entreprise. Le secteur textile anglais était le premier du monde en 1830. Il était toujours le premier du monde en 1890 avec une très légère différence. La productivité avait bien sûr explosé parce que les machines étaient d'un type nouveau, mais 90% des sociétés textiles anglaises de 1830 avaient fait faillite. Et celles qui les avaient remplacées étaient évidemment des sociétés nouvelles qui avaient utilisé les nouvelles technologies. Quand vous regardez toutes les raisons pour lesquelles les sociétés se développent et ce qui fait entre elles les écarts de développement, il est évident que c'est la combinaison de 3 facteurs qui créent la croissance. C'est le capital, la technologie et la force de travail, c'est-à-dire à la fois son nombre et sa sophistication. C'est la coexistence de ces 3 éléments qui permet, comme quand on veut faire pousser quelque chose, il faut qu'il y ait de la terre, de l'engrais ou de l'eau et de la graine. C'est ces 3 éléments mis ensemble qui permettent de faire la croissance économique. Quand un des facteurs change de nature, le taux de croissance, le lieu de croissance, la période de croissance sont très profondément bouleversés. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui s'est accumulé, eh bien, il est très probable que si vous vous projetez dans 25 ou 30 ans, 40% des entreprises que vous représentez aujourd'hui auront disparu et c'est probablement la fourchette basse. Une partie d'entre elles se seront réinventées, mais probablement 40% d'entre elles auront disparu. Ce qui est d'ailleurs très intéressant sur quel est le stock réel d'épargne mondiale. On parle aujourd'hui de stranded assets quand on regarde, par exemple, les mines de charbon, mais interrogez-vous sur la nature de ce que sont vraiment les stranded assets. À la fin du 19e, il y a un certain nombre de gens qui étaient très compétitifs sur le transport par diligence et qui, au fond, continuaient à acheter des chevaux et à construire des écuries qui étaient mises au bilan aux valeurs qui étaient celles des chevaux et des écuries de l'époque. 30 ou 40 ans plus tard, la valeur de ces actifs avait assez sensiblement changé. Demandez-vous aujourd'hui dans les bilans de vos boîtes respectives ce que valent un certain nombre d'investissements qui représentent des milliards ou des dizaines de milliards et qui vont être rendus totalement obsolètes par les nouvelles technologies dans un délai compris entre 5 et 25 ans. C'est donc une redistribution très profonde du monde en face de laquelle nous sommes. C'est une redistribution qui ne va pas seulement toucher le secteur économique, c'est une redistribution qui va modifier nos sociétés. Je poursuis la comparaison avec le 19e. Une des choses que constatent aujourd'hui les macroéconomistes, et ils restent perplexes devant, c'est qu'alors que nous sommes dans une période de progrès technologique intense, la productivité plafonne. Vous avez lu toutes ces thèses sur la stagnation séculaire. Ils constatent aussi que les salaires n'augmentent plus. C'est-à-dire qu'au fond, quel que soit maintenant le taux de croissance d'une économie, il est très difficile de faire augmenter les salaires. Et ils constatent que les inégalités s'accroissent. Toutes ces caractéristiques sont les caractéristiques d'un monde qui est en mutation extrêmement profonde, juste avant qu'un certain nombre de digues ne cèdent. La productivité, elle est évidemment mal mesurée. Si on mesurait aujourd'hui la productivité comme on l'a mesurée au Moyen-Âge, on vous rirait au nez.
Regardez, prenez un exemple extraordinairement simple, regardez tout ce qui est devenu gratuit et qui coûtait très cher il y a 20 ans. Regardez ce qu'a été l'évolution des prix, par exemple, en matière d'informatique, en matière de communication téléphonique, en matière d'accès à l'information. Combien aurait coûté une recherche Google, non pas élémentaire, sophistiquée, si vous aviez eu à la faire il y a 20 ans sans Google? Elle aurait évidemment coûté cher et vous l'auriez évidemment mise dans vos bilans et ça aurait évidemment contribué au PIB pour un montant important. Regardez la manière dont le travail va être effectué. Le 19e avait créé le prolétariat. Le 20e, enfin la fin du 20e, le 21e en tout cas, vont créer le précariat. Je vous engage à lire les livres d'un auteur anglais qui est assez remarquable sur ces sujets, qui s'appelle Guy, en anglais, Standing. Le précariat, nouvelle classe sociale. Assez hétérogène d'ailleurs. C'est quoi le précariat? Ce sont tous ceux qui aujourd'hui ont soit une qualification insuffisante pour avoir un job durable, voire même n'auront aucun job, et sur l'existence desquels il va falloir s'interroger, et tous ceux qui maîtriseront la technologie suffisamment bien pour pouvoir rester totalement indépendants, sans job fixe, et aller, je dirais, d'une tâche à l'autre. Sur la première population, les disparitions d'emplois ne vont pas toucher que les gens non qualifiés. Mais ça, c'est un facteur nouveau. Il y a un certain nombre de professions qui vont assez rapidement être remplacées par des algorithmes. Toutes les professions sur lesquelles c'est de l'application de règles ou de l'expérience. Et ceux d'entre vous qui pensent que tout ça, c'est des rêves, devraient y réfléchir à deux fois. Nous considérons aujourd'hui que les algorithmes ou les avatars, appelez-les comme vous voulez, sont aujourd'hui plus sûrs que les médecins en termes de diagnostic. Plus sûrs que les médecins. On pourrait bien arriver en matière de conseil financier assez rapidement. Quand on réfléchit sur l'avenir des qualifications, on a regardé à l'intérieur d'AXA, sur les 170 000 emplois du groupe, combien seraient encore là, non pas dans 20 ans, mais dans un délai compris de 5 à 10 ans. Et on a analysé ça depuis 2 ans de façon extrêmement granulaire. On a décomposé à peu près 180 familles de métiers. 60%, on considère que 60% des emplois d'aujourd'hui ne sont pas adaptés à ce que seront les besoins dans 5 à 10 ans. 60%. Et que donc, il va falloir soit qu'un certain nombre de gens partent à la retraite ou aillent ailleurs, ce qui arrive, soit mettre en place des programmes de formation extraordinairement lourds et compliqués, et ce de façon perpétuelle. Nous avons fait une enquête aux États-Unis sur nos millennials. Eh bien, aux États-Unis, aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, un ou une jeune américaine a déjà occupé 6 emplois. Et quand vous lui demandez combien d'emplois il pense occuper dans sa vie, la moyenne est entre 15 et 20. Okay. Donc, si vous pensez que vous mesurez le moral, entre guillemets, de vos équipes en faisant une enquête annuelle ou biennale, mais si vous attendez l'enquête biennale, ils sont déjà tous partis ou à peu près, à la vitesse à laquelle ils tournent. C'est juste pour vous donner un certain nombre d'éléments extrêmement simples. Donc on voit que nos sociétés vont être très profondément bouleversées par ce qui se passe. En face de ça, est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'il faut juste pleurer sur le bord de la route, considérer que nous sommes des victimes, considérer que l'Europe n'a pas la force de réaction possible et que par conséquent, il faut juste se laisser aller aux grandes dérives qui font qu'au fond, un certain nombre de pays s'enfoncent inexorablement. Moi, je ne le pense pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'Europe conserve un capital humain, un capital de savoir, un capital financier aussi, qui est sans équivalent dans le monde. Nous sommes encore pris collectivement la première économie mondiale. Nous sommes aussi, par le modèle de civilisation qui est le nôtre, et qu'on partage assez largement, pas complètement, mais avec les États-Unis, très bien adaptés à ce que peuvent être les changements dans ce monde nouveau, parce que nous croyons à deux choses, la liberté individuelle, dans le respect d'un certain nombre de règles. Et dans une économie qui devient de plus en plus individualisée, de plus en plus granulaire, parce que c'est ça qui fait la réactivité,
Ce modèle de liberté individuelle tempéré par un certain nombre de règles communes, c'est celui qui permet d'avoir le développement le plus rapide en période normale. C'est-à-dire si la définition des règles communes est une définition cohérente, pas si ceux qui définissent les règles communes sont simplement les gardiens de règles anciennes qu'ils refusent de changer, même quand elles sont devenues inadaptées. Et donc je pense qu'il y a plus besoin d'Europe que jamais, qu'en réalité la manière de s'organiser et ce que devraient être les priorités européennes, ça n'est pas extrêmement compliqué à redéfinir. Ce sont les mêmes priorités que celles qui mettaient ensemble les hommes de Néandertal. Rien n'a changé. Pourquoi est-ce que les hommes de Néandertal se mettaient ensemble? Si on vous laisse 3 minutes réfléchir table par table sur ce sujet, vous allez venir avec les bonnes réponses. Il y a 3 raisons. La sécurité, la compétitivité et la transmission du savoir. Les États européens, s'ils veulent défendre leur modèle, ont besoin de politiques de sécurité commune. Et là-dessus, il n'y a plus de différence entre ce qu'est la politique de défense et ce qu'est la politique de sécurité intérieure, parce que ce qui menace nos économies et ce qui menace nos sociétés peut aussi bien venir de l'intérieur que de l'extérieur. La menace a un caractère nouveau parce qu'elle est devenue asymétrique, c'est-à-dire qu'un nombre limité de personnes peuvent causer des dommages considérables à des très grands systèmes. C'est vrai en matière d'entreprise comme c'est vrai en matière d'institutions publiques. Mais la politique de sécurité, qui comprend d'ailleurs les politiques énergétiques et les politiques de migration, elle est évidemment une priorité. La deuxième priorité, ce sont les politiques de compétitivité. Et les politiques de compétitivité, c'est les politiques sur le marché du travail, c'est les politiques sur le capital et c'est les politiques d'innovation. C'est pas sorcier et compliqué à savoir. Il faut avoir un marché du travail qui permette beaucoup plus de flexibilité, qui réfléchisse sur ce que sont les droits portables, et notamment cette idée qui nous semble totalement incongrue aujourd'hui du revenu minimum. Nos amis suisses viennent de refuser ça à 80%. À court terme, c'est probablement une réponse qui fait du sens, mais à moyen-long terme, quand vous réfléchissez à la manière dont va s'organiser l'économie, et au fait que les individus vont devenir de plus en plus mobiles et de moins en moins attachés à cette notion de salariat qui est une création de la fin du 19e et du 20e siècle. Vous savez, quand on prenait des leçons d'économie ou d'histoire dans le secondaire, on nous parlait des journaliers agricoles, des métayers, tout ça nous semblait un passé extraordinairement lointain. C'était une forme de travail qui était commune à l'époque. Pourquoi le salariat devrait-il durer pour l'éternité? Bien sûr, il restera des salariés, mais il y aura aussi une fraction croissante de la population qui, je dirais, se comportera d'une façon tout à fait différente et qui, pour autant, aura besoin d'être couverte par des droits élémentaires. Je rajoute qu'un des intérêts d'une réflexion sur un revenu minimum, c'est de se dire combien coûte la bureaucratie, qui distribue un nombre considérable d'aides, qui à la fin coûtent très cher et sont distribuées de façon quasi aveugle parce que personne ne sait combien chacun peut recevoir, ni le donneur, ni le receveur, dans un certain nombre de cas. Et est-ce qu'il ne serait pas fondamentalement beaucoup plus simple de trouver quelque chose de ce type? Donc, politique de compétitivité. Dernier volet, politique d'éducation, évidemment, la transmission de... Les hommes de Néandertal chassaient ensemble, leur compétitivité, c'était ça, et ils cherchaient à perfectionner leurs armes. Et pourquoi est-ce qu'ils vivaient en tribu? Parce que l'usage de l'intelligence collective et la transmission du savoir ne sont possibles que si on est ensemble. Ce qui signifie qu'il faut faire quoi? Un des seuls grands succès de l'Europe aux yeux du grand public, c'est Erasmus. Il faut évidemment aujourd'hui mettre en place, à la fois sur le primaire et sur l'enseignement supérieur, l'équivalent d'Erasmus digital aux nouvelles technologies. Les populations européennes vont être confrontées à des problèmes ou à des sujets de restructuration de leur système éducatif absolument massif. Il serait quand même sensiblement mieux qu'on essaye de le faire ensemble. Il y avait sous l'Empire romain, si on remonte à l'apogée de l'Empire romain, 10 000 étudiants dans l'enseignement supérieur. Il y en avait à peu près 1 million dans le monde en 1900. Il y en avait 10 millions
Dans les années 80, il y en a 100 millions aujourd'hui, on pense qu'il y en aura 400 millions dans 30 ans. Donc qu'est-ce que l'Europe fait en face de cela? Comment fait-elle pour changer un système dans lequel on reste convaincu que ce qu'on apprend entre l'âge de 5 ans et l'âge de 20 ans va vous servir pendant les 40 ou 50 ans de vie professionnelle qui suivent, alors que dans le même temps, le stock de connaissances accumulées double tous les 18 mois? Est-ce que ça n'est pas l'exemple d'un modèle qui est un modèle totalement démodé? Et qu'est-ce qu'on met à la place? Et si on ne met rien à la place, qui va le faire plus vite que nous? Je suis sur le board de l'université de Tsinghua, le président l'a rappelé. En l'espace de 10 ans, je les ai vus passer d'un modèle d'université d'État post-communiste classique et idéologique à un modèle hyper compétitif d'université internationale. Donc réfléchissons là-dessus. Je vais m'arrêter là. Je ne vous ai évidemment pas parlé de ce qu'étaient les sujets de court terme en matière de politique monétaire ou de Dieu sait quoi, parce qu'à la vérité, je pense que ça n'est pas le sujet fondamental. Je pense que ce que nous avons à faire, nous, si nous prétendons les uns et les autres, par les fonctions que nous occupons, pouvoir, même modestement, contribuer à la définition de ce que seront les sociétés dans lesquelles vivront nos enfants, nous devons avoir cette réflexion sur le monde et sur la manière dont l'Europe, la France, nos sociétés vont s'insérer dans ce concert sur la génération qui vienne. Si nous ne le faisons pas, au lieu d'être des acteurs, nous serons des victimes. Et le sort des victimes n'est jamais enviable. Voilà. Merci pour cet exposé. D'où viendra la solution politique, puisque vous avez très bien décrit, on est fondamentalement à une rupture majeure entre les populations qui ont compris fondamentalement ce que vous avez dit d'ailleurs, et probablement un fort décalage avec les projets politiques actuels. Les bipartismes, quasiment dans toute l'Europe, n'arrivent plus à concentrer un projet. Donc d'où va venir cette vision d'une Europe qui reprend le concert mondial? D'abord, je pense que le sujet politique, il n'est pas seulement français, il n'est pas seulement européen. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, M. Trump n'a rien à envier à Berlusconi et d'autres. Mais ce qui se passe en matière politique n'est que l'expression de cet immense désarroi de la classe moyenne, à qui on n'est pas capable d'expliquer et de donner une vision. Je pense que dans les pays dans lesquels le leadership est capable de le faire, les choses sont solubles. Et en réalité, moi, ce qui me semble, c'est que l'opinion publique ne demande pas, les gens sont beaucoup plus lucides toujours qu'on ne le croit. Ils ne demandent pas qu'on les trompe, entre guillemets, avec du pain et des jeux ou des promesses fallacieuses, ils n'y croient plus. Ils demandent qu'on leur explique pourquoi nous sommes ensemble, où nous voulons aller et comment nous allons le faire, même si c'est difficile. Et je pense que c'est ce à quoi il faut progressivement inciter nos hommes politiques. Je pense que certains sont en train d'en prendre conscience. Ils ont conscience de ce que l'incrémentalisme n'est pas une solution. L'incrémentalisme, c'est mettre une paire de chevaux de plus à la diligence quand l'automobile est en train de dépasser la diligence. Bon, mais il faut avoir le courage de le dire. Évidemment, on se heurte aux intérêts acquis. Mais vous savez, là aussi,
Il y a deux livres que vous pouvez lire si vous voulez à la fois vous rassurer et vous inquiéter. Le premier, c'est la biographie de Louis XVI par Christian Petit-Fils, qui est un merveilleux historien français de l'Ancien Régime. La France de Louis XVI était un pays extraordinairement prospère, et la raison pour laquelle tout a dérapé, ce n'est pas un manque de prospérité, c'est un manque d'autorité et de vision. Le deuxième livre que vous pouvez lire, c'est un livre de façon intéressante qui n'a été traduit en français que vers 2010, qui est le livre d'Ayn Rand, qui était la femme écrivain libertarienne américaine des années 50, qui a écrit ce livre, en anglais c'est Atlas Shrugged, en français c'est La Grève, qui décrit ce qui se passe dans une société démocratique quand on en chasse petit à petit les forces entrepreneuriales par une bureaucratie galopante. Alors, le bouquin fait 800 pages et comme tous les bouquins américains, ce qui dit en 800 pages aurait pu agréablement être écrit en 200. Mais c'est comme les plats, c'est comme à peu près tout, c'est outsized. Mais ça fait le point quand même. Il y a des pages formidables dedans sur l'esprit d'entreprise, le rôle de l'argent dans une société, etc. Et grosso modo, c'est l'histoire d'une héritière des chemins de fer qui est confrontée à une bureaucratie croissante et qui voit autour d'elle tous les entrepreneurs s'extraire du monde et aller ailleurs. Ça fait penser à nos sociétés. La bonne nouvelle, c'est que plus de 200 ans après la Révolution française et plus de 60 ans après qu'elle ait écrit son bouquin, nous sommes encore dans des sociétés à peu près vivables. Mais prenons-y garde, la démocratie n'est pas un modèle irréversible. La démocratie n'est un modèle irréversible que si elle sait se défendre elle-même. Et je pense qu'il faut aider à cette prise de conscience. Je pense que les entrepreneurs ont un rôle. C'est-à-dire, ne restez pas sur le bord du chemin en expliquant aux politiques qu'ils sont mauvais. C'est-à-dire, ne restez pas spectateurs en lançant des tomates sur des acteurs que vous jugez médiocres. Vous faites partie de la pièce. Vous faites partie de la pièce, donc, parlez, engagez-vous, expliquez, faites de la pédagogie auprès de vos équipes et auprès des gens que vous êtes amenés à rencontrer. Vous êtes trésorier d'entreprises qui sont significatives. Les créateurs de richesse, c'est vous. L'avenir, c'est vous. La richesse, elle ne viendra que de l'activité économique. Si l'activité économique disparaît, qu'est-ce qui nous restera ? Donc, ne restez pas en spectateur méprisant ou désabusé, dites ce que vous pensez, parce que ça retirera à ceux qui ne veulent pas entendre l'excuse de n'avoir rien entendu. Pour sortir un petit peu de l'aspect économique, vous parlez beaucoup à 25 ans, etc. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui auraient des enfants aujourd'hui, des réflexions que ça peut leur ramener Voilà, une question assez ouverte. Ouais. Alors, j'ai poussé cette réflexion-là dans le cadre de l'Institut Montaigne, dont je vous encourage vivement à lire les publications et pour ceux qui n'en sont pas membres, à faire adhérer leurs entreprises. J'ai voulu qu'on fasse avec Montaigne un rapport sur éducation et numérique. C'était d'ailleurs absolument passionnant. J'ai eu une discussion avec un certain nombre des gens qui pensent sur l'éducation et je voulais les provoquer un peu en leur disant, mais au fond, est-ce qu'il est encore nécessaire de savoir écrire ? Est-ce qu'il est encore nécessaire de savoir écrire ? Regardez nos enfants, ils sont sur des tablettes, ils sont sur des mobiles, leur fréquence de recours au stylo est assez faible. Donc le point que je veux faire avec ça, c'est de dire, c'est pour ça que je parlais d'un Erasmus du digital, nos enfants, ils ont besoin de connaître les règles du monde. Donc il faut à la fois les aider à avoir une vision un peu globale de ce qui se passe et pas les cantonner à une étude séquentielle de l'histoire de France sur le thème la gastronomie chez les Gaulois et ensuite les droits sociaux entre 1840 et 1860. Il faut leur donner une idée de ce que sont les grandes forces qui gouvernent le monde et ensuite il faut leur donner les outils. De la même manière que les hommes de Néandertal apprenaient à leurs enfants à tirer à l'arc, utiliser la lance et la fronde, il faut leur donner les outils du siècle qui vient. Et parmi les outils, il y a l'aisance dans le numérique et le digital. Et pour avoir cette aisance-là, il faut savoir coder.
Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un spécialiste du code. Tous les Français qui savent lire et écrire ne deviennent pas agrégés de français. Mais ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser les techniques élémentaires. Il s'est fait quelque chose dans ce pays, je trouve, d'absolument remarquable. C'est ce qu'a fait Xavier Niel. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est venu d'un entrepreneur du privé, c'est pas venu du secteur public. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont visité l'école 42 ? Personne n'a visité l'école 42 ? Je vous engage vivement à essayer d'aller visiter l'école 42. Alors ça ne concerne pas les gamins dans le primaire, mais ça concerne les jeunes entre 18 et 25 ans. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit dans lequel il n'y a même plus de profs, hein. C'est auto-apprenant. Et ça récupère, alors bien sûr, il y a là-dedans quelques gamins surdiplômés qui sont ou qui pourraient être vos enfants, mais ils en récupèrent dans la rue, hein, qui ont été complètement étrangers aux bienfaits du système scolaire public et qui, parce qu'ils sont sur des mobiles ou derrière des écrans depuis qu'ils sont tout petits, arrivent à acquérir des qualifications extrêmement sophistiquées par eux-mêmes en quelques mois ou en quelques années, et qui derrière s'insèrent parfaitement. Donc je pense simplement qu'il faut complètement repenser de façon positive. Ça ne retire en rien le rôle que peut avoir le prof. Le rôle qu'a le prof, il est derrière, on ne peut pas tout apprendre uniquement sur des écrans. Mais il faut repenser notre système d'éducation, et le meilleur service à rendre à nos enfants, c'est de leur faire comprendre ça. Parce que eux, ils vont acquérir un certain socle de connaissances jusque vers l'âge de 18-20 ans, et ensuite, ils auront très probablement besoin de se reformer tous les 5 à 10 ans de façon assez profonde. On le comprenait pour les médecins, ça va être le cas de tout le monde maintenant. Vous avez évoqué le différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe et une certaine inefficience des instances politiques. Est-ce que malgré tout, la construction européenne elle-même et son mode de fonctionnement, son mode d'élaboration des lois, n'est pas également un problème inhérent, interne à l'Europe qui affecte notre compétitivité ? Oui et non. C'est-à-dire que la bureaucratie a pris le pas, faute de vision, finalement, depuis le début des années 2000. Les erreurs cardinales, elles ont été commises à notre génération, pas avant. Si vous regardez ce qu'était l'Europe des années 2000, Delors avait défini l'agenda de Lisbonne. Relisez ce qui s'est dit à l'époque sur l'agenda de Lisbonne. Il était parfait et il reste vrai. Il y avait un agenda, il y avait un projet de constitution qui était plutôt bien, et il y avait un projet de construction monétaire dans lequel l'erreur qu'on a faite a été de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de ne pas s'assurer qu'il y aurait une véritable convergence des politiques. Mais on était plutôt bien parti, et ensuite tout a dérivé. Pourquoi ? La grande faute, c'est le sommet de Nice, c'est les 28, c'est la règle d'unanimité, c'est tous ces machins-là. Et le fait que la Constitution ayant été refusée, l'agenda de Lisbonne n'ayant pas été appliqué, je dirais on a préféré élargir plutôt qu'approfondir, parce qu'élargir permettait de parler des détails en étant très nombreux, alors qu'approfondir obligeait à parler de l'essentiel autour d'une table. Dans un Conseil européen aujourd'hui, quand chaque chef d'État ou de gouvernement veut s'exprimer au début de la réunion et s'exprime pendant 5 minutes, calculez combien de temps ça dure. 5 fois 28. Donc on ne peut plus discuter de la substance. Bon, c'est un énorme inconvénient, ça freine. À l'inverse, l'espace unique, la monnaie unique, on voit bien que ce sont des sources de productivité gigantesques et que c'est l'organisation d'un espace cohérent. Donc c'est comme dans une boîte à la fin, la comparaison est un peu caricaturale, mais c'est comme dans une boîte mal gérée. Débarrassons-nous de, vous savez, c'est les 80-20, débarrassons-nous sinon de 80, mais au moins des 2/3 des choses qui ne sont pas franchement utiles, et concentrons-nous sur les sujets sur lesquels nous avons vraiment besoin de faire des progrès décisifs dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Je dirais, par exemple, il y a un point institutionnel très simple que fait Sylvie Goulard, qui est dans les parlementaires européennes, celle parmi les Français qui travaillent le plus et qui a la vision la plus complète du système. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parlement de la zone euro ? Pourquoi est-ce que,
quand le gouverneur de la Banque centrale est convoqué au Parlement européen, ce sont les députés anglais qui lui posent des questions. Est-ce normal, est-ce légitime? Pourquoi il n'y a pas un Parlement de la zone euro? Parce que s'il y avait un Parlement de la zone euro, il pourrait y avoir un budget de la zone euro, il pourrait y avoir une responsabilité sur le budget de la zone euro. Il y a plein de sujets comme ça. Donc il faut simplement essayer de repenser un petit peu le cadre institutionnel. Pour ça, ça ne peut pas être fait par un pays tout seul, et il faut savoir quelles sont les priorités. Et on revient sur le sujet, est-ce que la France est capable d'avoir une vision, et est-ce qu'elle est capable de la porter avec l'Allemagne et probablement un autre État, parce qu'aujourd'hui le franco-allemand ne suffit pas, ou bien est-ce qu'on va en permanence rester à s'observer en chien de faïence sans idée? Moi je crois beaucoup qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en réalité, quoi qu'on en dise, le franco-allemand ne fonctionne plus. On lui brûle des cierges, mais il y a longtemps qu'il a dans sa substance disparu, parce que la vision française s'est affadie, donc j'espère que ça va revenir. Est-ce que vous avez bien identifié beaucoup de ruptures? Il y a quand même une rupture majeure, en tout cas pour nous financiers, ça a été les taux d'intérêt négatifs. Est-ce que éventuellement vous auriez un commentaire sur Oui, bien sûr. Historiquement, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les historiens, ça. La figure de la ruine du rentier est une figure aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Parce que d'ailleurs, si vous voulez vous en convaincre, un lingot d'or placé au taux normal d'intérêt de la caisse d'épargne depuis Jésus-Christ vous donne aujourd'hui la propriété de beaucoup plus que la Californie. Et comme ça n'est pas le cas, c'est bien qu'il y a eu des périodes de destruction de richesses. Alors, les États avaient dans leur boîte à outils 3 recettes classiques pour ruiner les rentiers, exercice auquel ils se livraient de façon régulière, parce que le rentier a la caractéristique d'abord d'être très nombreux en ayant une épargne pour à peu près tous assez modeste, d'être d'un certain âge, donc de disparaître à un moment ou à un autre, et de ne pas être extraordinairement violent. Donc ruiner le rentier est une tentation inévitable. Alors il y avait 3 moyens de ruiner le rentier. Il y avait la banqueroute, classique, brutale, mais ça marche. Il y avait l'hyperinflation, prend un peu plus de temps, mais ça marche aussi. Il y avait la guerre, assez violent, un peu pire que la banqueroute. Quelquefois, il y avait d'abord la guerre et puis ensuite la banqueroute. Eh ben, on va en avoir inventé une 4e, les taux d'intérêt négatifs. Ça revient au même. Hein. C'est l'opposé de l'hyperinflation. Vous savez, il y a inflater le nord, déflater le sud. Il y a hyperinflation ou taux d'intérêt négatif, ça aboutit au même résultat. Il ne faut pas blâmer la Banque centrale pour ça. C'est encore une fois l'incapacité des gouvernements à faire des réformes de structure qui conduit à ça. Et est-ce que ça va se terminer mal? La réponse est absolument oui. Oui, mal pour les rentiers, mais d'une certaine manière, si les rentiers, c'est notre génération, nous ne l'aurons pas volé. Parce que quand nous regardons l'état dans lequel nous allons laisser nos sociétés à nos enfants, le fait qu'ils se vengent en nous ruinant ne me semble que la monnaie de la pièce. Bien, Monsieur le Président, merci de ce bain de jouvence absolument extraordinaire. Il est 9h45, dans le temps. Merci à tous, à très bientôt.